Donc, effectivement, Marie-Pierre a bien résumé la philosophie du partenariat IFOP-ANASEJ depuis les municipales de 2014, sachant que depuis 2012, l'ANASEJ fait des enquêtes à l'occasion des scrutins électoraux. Principaux renseignements de cette nouvelle vague à la veille de l'élection présidentielle du 10 avril 2022. Donc, ce suivi historique, on a des indicateurs historiques et suivis de manière récurrente sur la participation, le vote, les motivations de l'abstention, les grands enjeux et des questions un petit peu de cadrage sur la place des jeunes dans la société. Alors, comme c'est un baromètre, vous voyez les objectifs dont je viens de parler. Comme c'est un baromètre, nous sommes toujours sur le même protocole méthodologique, donc toujours un échantillon très robuste. Hein. Traditionnellement, une enquête auprès des moins de 25 ans, c'est plutôt 800 à 1000 personnes. Là, on en a 1500 de 18-25 ans, c'est-à-dire des primo-votants et quelques personnes qui ont dû voter en 2017, mais la plupart du temps, ce sont des primo-votants, des 18-23 ans. Et puis, comme pour l'enquête faite pour les élections régionales, l'ANASEJ a proposé de voir un échantillon de témoins de personnes âgées de 16 à 17 ans. Donc, si les candidats qui proposent le vote à 16 ans l'emportent le 10 et 24 avril, c'est peut-être la nouvelle fracture ou barre pour aller voter. On n'en est bien sûr pas là, mais c'est intéressant de voir que nous disent les futurs majeurs. L'enquête a été faite du 10 au 16 mars dernier, donc très récemment. Bien sûr, une enquête s'inscrit dans un contexte. 10 au 16 mars dernier, c'est au moment après la survenue de la crise ukrainienne, après l'agression russe en Ukraine. On a vu dans toutes nos enquêtes à quel point ça a modifié le rapport de force électoral, ça a accentué la domination du président sortant, ça a gelé l'intérêt pour cette campagne. On va voir si du côté des jeunes, on a les mêmes tendances ou si il constitue un segment spécifique. Donc, principaux enseignements, et d'abord une question d'une partie introductive sur l'information sur l'élection présidentielle, et d'abord un indicateur plutôt encourageant, compte tenu du fait que, comme vous le savez, la date de l'élection a quand même changé par rapport à ce qui se passait depuis 1995 ou 2002, c'est-à-dire l'élection toujours autour du 20-23 avril. Elle a lieu beaucoup plus tôt pour des raisons de fin de mandat d'Emmanuel Macron. Pour autant, on a une très forte proportion de jeunes, la quasi-totalité, qui considèrent qui connaissent la date de l'élection, 95%, et 80% qui déclarent, c'est du déclaratif, hein, à savoir exactement quand la date aura lieu, et c'est supérieur à ce qu'on a mesuré aux élections intermédiaires du quinquennat, européenne 2019, municipale 2020 ou régionale 2021. Quand même, 5% qui ne le savent pas, c'est bien sûr archi marginal, mais ça fait du monde dans une logique d'extrapolation. Auprès des futurs majeurs, des 16-17 ans, on est sur des résultats analogues, même si on n'en a que 66% contre 80% qui savent exactement quand l'élection aura lieu. C'est quand même 14 points de moins. Alors, l'intérêt pour la campagne électorale est là, je trouve, une première surprise. Le niveau d'intérêt est majoritaire, il n'est pas exceptionnel, 57%. Alors, malheureusement, on ne travaillait pas sur ce beau partenariat en 2007, mais quand on se souvient de la présidentielle de 2007, voilà la présidentielle de 2012, le niveau d'intérêt dépassait allègrement 80%. Là, on est à 57%, avec un score de beaucoup qui est plutôt, qui concerne une personne sur 5. La vraie surprise, c'est d'une part que c'est très supérieur aux autres élections intermédiaires du quinquennat, ce qui va avoir un impact sur la participation. On sait qu'il y a un lien entre intérêt et participation. Et puis, deuxièmement, la bonne surprise, si je puis dire, c'est qu'on est à un niveau quasi équivalent à ce que l'on mesurait à la présidentielle 2017, où on était à 56%. Même si, je mets un élément d'avertissement, et Marie-Pierre s'en souvient, en 2017, pour des raisons liées à l'organisation de votre congrès à Dunkerque, on avait fait l'enquête plus tôt. On l'avait faite au début du mois de mars, c'est-à-dire presque 6 semaines avant le vote. Là, on est quand même à un mois, voire 3 semaines avant. Donc, en fait, le niveau d'intérêt qui progresse au fur et à mesure qu'on arrive normalement à la fin d'une campagne est peut-être pas si élevé que ça en comparaison avec 2017. On voit qu'il y a des segments qui ne manifestent pas d'intérêt. Ce sont les segments dont on va voir qui vont le plus être dans une logique d'abstention, non pas les primo-votants, les 18-20 ans, mais les 22-23 ans, les catégories populaires,
les personnes qui n'ont pas de diplôme. Quand on exprime une sympathie partisane, ce qui est rare, on a un niveau d'intérêt assez élevé. Par contre, quand on est sans sympathie partisane, il y a presque 2/3, 62%, qui se déclarent peu ou pas du tout intéressés. La comparaison par rapport aux 16-17 ans est assez forte. Il y a 20 points de moins d'intérêt, bien sûr, cette élection est aujourd'hui jugée par ces jeunes comme ne les concernant pas, comme ils ne peuvent pas voter. Alors, une question que je trouve très intéressante, alors qu'elle est extrêmement classique depuis qu'on a ce partenariat, c'est-à-dire les vecteurs d'information sur la campagne de l'élection présidentielle, elle est extrêmement intéressante quand on la compare avec ce que l'on mesurait en mars 2017, puisqu'on a une hiérarchie très claire, mais on a un véritable chamboule-tout dans les vecteurs d'information par rapport à ce que l'on mesurait en 2017, où je le répète, sous le contrôle de Marie-Pierre et de la direction de la NASTEJ, on a utilisé la même méthodologie, le même type d'enquête, et on voit, certes, la télévision arrive en tête, mais on a 16 points de moins comme moyen d'information principal pour s'informer. Bon, ce n'est pas une surprise, on sait que la télévision est de moins en moins un média jeune, mais en 2017, il y avait un intérêt très fort, il y avait les fameux débats d'avant le premier tour qui avaient beaucoup marqué les Français et les jeunes. Là, on voit une hiérarchie identique, mais 16 points de moins. Autre élément à la baisse, alors qui corrobore ce que j'ai montré dans mon livre, La fracture sur la jeunesse, on a une baisse des discussions avec ses pairs, avec sa famille, 28%, moins 3, c'était même encore plus fort, par exemple, aux européennes, moins 7, baisse des discussions avec les amis au profit d'une montée en puissance assez impressionnante des réseaux sociaux, puisque Instagram, qui n'avait jamais été testé, par définition, je ne sais pas si ça existait en 2017, je ne suis pas un spécialiste, mais ça devait être au tout début, à la genèse d'Instagram. Instagram est cité par 17%, ça n'existait pas. Twitter, on passe de 6%, donc c'est-à-dire un mode d'information, je ne comprends pas par rapport à 2017, un mode d'information, un vecteur confidentiel à maintenant un vrai vecteur jeune, plus 10 points, plus 8 points pour Twitter, et à contrario, Facebook, qui était le premier réseau social des jeunes il y a à peine 5 ans, connaît un véritable effondrement. Vous voyez les résultats. Instagram, nouveau, 17%. TikTok, bien sûr, quasi inconnu, ça devait exister à peine, en tout cas très peu popularisé chez les jeunes en 2017. TikTok, déjà 10% des jeunes disent « je l'utilise pour m'informer sur le déroulement de la campagne ». Ça en dit long sur, ça corrobore la stratégie de candidats qui vont essayer de parler aux jeunes sur Insta ou sur TikTok. On voit très bien, en à peine 5 ans, comment le modèle médiatique des jeunes, l'écosystème s'est complètement transformé. Les journaux gratuits, par exemple, se sont effondrés. On passe de 14 à 6%. Et puis, par contre, les gens qui ne s'informent pas, on a un chiffre quasi équivalent à la dernière fois. Donc, on voit très bien que les choses, dans un univers, on va peut-être être déçu de faibles évolutions sur les moyens d'information. C'est peut-être pour moi un des enseignements majeurs de cette étude. Et ça peut nous donner à la SEJ, au NIFOP, des idées pour essayer de plus parler, s'adresser, contacter les jeunes. On voit très bien que tout a changé de ce point de vue-là. Je continue, mais si vous voulez m'interrompre, vous me dites, ou tu me dis, Marie-Pierre. Donc, deuxième partie. Il y a une petite question. Oui. Juste une petite question, précision par rapport au temps de la poser maintenant. Dans le chat, sur la qualifique TV diffusée sur un réseau social, est-ce que cela rentre dans votre typologie TV, radio ou réseau social? Alors, je n'ai pas entendu qu'on m'a posé spécialement la question. Alors, puis, il y a l'idée du fait que la télévision… Oui, mais la télévision, c'est vraiment la télévision. Regardez la télévision. C'est pas. Vous voyez, on voit aussi, je n'ai pas dit une baisse assez forte des sites internet d'information. On a également une baisse très forte de la presse et de la radio. Moins 11. Vraiment, on n'a jamais connu un tel bouleversement d'une présidentielle à l'autre quand on voit les médias jeunes. Alors, le vote à la présidentielle, et bien sûr, avant de s'intéresser au vote, il faut regarder ce qui est le nerf de la guerre, l'indice de participation. Le contexte, vous le connaissez, je vous le rappelle, un cycle abstentionniste que connaît le pays qui n'a jamais été aussi intense, puisque à chaque élection, depuis le début du quinquennat, à chaque scrutin à 2 tours,
L'abstention a été majoritaire dans le pays avec une surabstention jeune et absolument délirante qui est montée jusqu'à 84%. Le sondage jour du vote, c'était 80 dans notre enquête ANASEJ aux élections régionales. Là, on a un indicateur de participation qui s'établit à 58%. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet indicateur de participation et d'abstention? La participation serait majoritaire, ce qui serait une bonne nouvelle puisqu'elle serait en rupture avec le cycle observé aux européennes, aux municipales et aux régionales. C'est autre surprise plutôt encourageante par rapport à ce qu'on s'est dit sur l'intérêt. On a un niveau de participation qui atteint 58%, qui serait supérieur à celui mesuré à la présidentielle de 2007. Mais il y a un mais. 52%, c'est les données ANASEJ-IFOP, mais l'enquête avait été faite assez en amont par rapport au 23 avril 2017. Si je prends le jour du vote IFOP, c'est-à-dire l'enquête réalisée le jour même auprès de 4000 Français, du côté des jeunes, 10 points de plus. Alors, ce gap est net, il est fort, il va peut-être être réduit dans la dernière semaine de campagne, puisqu'on a une campagne qui est très molle, mais elle pourrait enfin, si je puis dire, s'animer. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, on aurait un des records d'abstention des jeunes à un scrutin présidentiel. Ce serait même le record. Alors, quand on compare par rapport aux 16-17 ans, on a une abstention encore plus forte, 28 points de plus. Mais quand on regarde la cartographie, on n'a pas de différence femmes-hommes, autant de participation. On a une surabstention forte dans 2 catégories d'âge, et il y en a une que je trouve très inquiétante, c'est 18-19 ans, où on aurait une abstention de 46%, et c'est inquiétant et surprenant parce qu'en temps normal, dans une logique de rite initiatique, c'est la catégorie qui vote très fortement à une élection présidentielle. Je rappellerai que l'abstention des jeunes à une élection présidentielle n'est pas une donnée immuable. Il y a eu des élections comme 81, comme 95, comme 2007, où les jeunes ont voté autant, voire plus en pourcentage que l'ensemble des Français. Donc 18-19 ans, on vote moins. 22-23 ans, la génération de l'insertion qui s'insère mal. Et sinon, on retrouve les choses un peu classiques, les ouvriers. L'abstention monte à 50% quand on est en dessous du bac. C'est vraiment bac, pas bac qui crée un clivage, et quand on est sans sympathie partisane. À ce stade, on n'a pas de différentiel d'abstention entre la gauche, la droite ou En Marche un peu plus mobilisé, ainsi que les sympathisants du Rassemblement national. On va voir que ça a des conséquences sur le rapport de force électoral. En tout cas, on a une abstention forte. Elle a quelques jours pour retrouver l'étiage de 2017, mais rien ne dit qu'on va avoir une baisse décrescendo de l'abstention. Et en tout cas, c'est la première donnée à avoir en tête. Aujourd'hui, on serait sur un record chez les jeunes. Quand on regarde, donc notre intention de vote, ce sont les jeunes qui ont exprimé une intention de vote dans notre enquête. On a donc un rapport de force tel qu'il est mesuré. On a commencé l'enquête le 10, donc l'offre électorale était figée, pas de test de Taubira ou de candidats qui n'ont pas eu leurs 500 signatures. Qu'est-ce que l'on voit? D'abord, on aurait, si le corps électoral n'était composé que de 18-25 ans, on aurait un second tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, qui est pour l'instant, dans les enquêtes IFOP, le second tour que nous donnons. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça confirme ce que l'on a vu dans plusieurs enquêtes IFOP ANASEJ, à savoir la perte de singularité du vote jeune. Je fais un petit point historique que vous connaissez. Pendant très longtemps, les jeunes ont voté de manière différente par rapport à l'ensemble des Français. Les jeunes choisissaient des candidats qui n'allaient pas au second tour. En 81, ils votent Georges Marchais. En 2002, ils votent, il y a 20 ans, ils votent Noël Mamère et Olivier Besancenot. Là, depuis 2007, grosso modo, on retrouve dans le choix des jeunes le choix de l'ensemble des Français. Il y a une exception en 2017 où ils ont voté très fortement à 29%. La source, c'est notre sondage jour du vote 2017, Jean-Luc Mélenchon. Là, on a un rapport de force qui est proche de celui mesuré auprès de l'ensemble des Français. Si je prends le rolling, l'enquête quotidienne de l'IFOP qui va être diffusée ce soir, on a Emmanuel Macron qui est à 28%, mais quand on la
quand on a mené l'enquête pour l'ANASEJ, après la crise en Ukraine, Emmanuel Macron était monté à 30%, et on a une Marine Le Pen à 20%. Donc, quand on voit Macron-Le Pen, on se dit plusieurs choses. Premièrement, Emmanuel Macron est en forte progression par rapport à ce que l'on mesurait en 2017. En 2017, il était à 23%. Il était devancé par Jean-Luc Mélenchon et à quasi-égalité avec Marine Le Pen. Très clairement, c'est l'effet Manu dont je parlais, un président sortant qui a plu aux jeunes, notamment, on verra quel type de jeunes, parce que ce ne sont pas tous les jeunes, qui bénéficient, comme auprès de l'ensemble des Français, d'un effet légitimité, d'un effet crise, d'un effet continuité. Les Français et les jeunes ne se projettent pas dans l'après-Macron comme ils se projetaient rapidement dans l'après-Sarkozy dès le début de la campagne de 2012. Marine Le Pen a un niveau élevé, elle est à 1 point près à son score de 2017, mais en 2017, Zemmour n'était pas là. Donc, on a une Marine Le Pen qui reste assez résiliente, malgré la présence d'Éric Zemmour, qui, dans beaucoup d'enquêtes, a mordu sur son socle électoral. Comme auprès de l'ensemble des Français, quand on regarde comment se structurent les votes, on a vraiment deux jeunesses, deux France de la jeunesse différentes entre Macron et Le Pen. Emmanuel Macron fait ses meilleurs scores chez les plus jeunes, les moins de 22 ans, Marine Le Pen chez les plus de 22-23, c'est-à-dire la génération de l'insertion qui peine à s'insérer. Emmanuel Macron des scores très forts chez les enfants de cadre supérieur, Marine Le Pen chez les enfants d'ouvriers. Ce n'est pas surprenant, mais c'est toujours ces deux France très nettes. Diplômé du supérieur, Macron monte à 49%, sans diplôme, pas de diplôme ou BEP, Marine Le Pen atteint 44%, et toujours une capacité d'Emmanuel Macron d'être assez attrape-tout, à mordre à gauche et à droite, 42% de l'électorat Hamon, 23% de l'électorat Fillon, quand Marine Le Pen reste très fort dans son socle de 2017. Elle prend 3/4 de son socle. Éric Zemmour n'en prend que 10%. Alors, là où on peut s'intéresser à Jean-Luc Mélenchon, il nettement en tête et hégémonique à gauche, mais il ne renouvelle pas sa performance de 2017, où il était arrivé en tête chez 18-24 ans, mais il empêche Yannick Jadot de percer, alors que les Verts avaient percé aux élections européennes, mais on l'a déjà dit, ce n'est pas du tout la même élection. Et puis, une permanence auprès des jeunes qui amplifie une tendance auprès de l'ensemble des Français, c'est la situation désespérée des partis de gouvernement. 1% pour Anne Hidalgo, on voit ce que ça veut dire pour la maire de Paris qui était arrivée en tête chez les jeunes à Paris en mars 2020, 5,5% seulement pour Valérie Pécresse, qui fait encore moins bien que François Fillon, qui était à 12 dans notre sondage jour du vote. On voit que l'histoire du vote des jeunes depuis Nicolas Sarkozy, voire depuis Jacques Chirac en 1995, qui est arrivé en tête chez les jeunes, c'est une longue désaffection du choix des jeunes en faveur de la droite républicaine. Je vous laisse voir les autres résultats. En tout cas, on a un rapport de force qui est particulièrement spectaculaire, qui est quasiment le même auprès des 16-17 ans. Alors beaucoup, on va être prudent, n'ont pas exprimé d'intention de vote, mais on voit que Jean-Luc Mélenchon fait à peu près son score à 3 points près. Emmanuel Macron surperforme. Marine Le Pen fait quasiment le même score. Yannick Jadot progresse un peu, mais voilà, il y a quand même un continuum, si je puis dire, entre le vote des 18-25 et le vote des 16-17. On n'est pas sur deux planètes différentes. Au-delà du vote, un élément d'incertitude à prendre en compte, la sûreté du choix ou l'envie de changer d'avis. On est, ce que je trouve assez intéressant et assez contre-intuitif, on a une part de Français qui pourraient changer d'avis qui est de 38%, qui est un peu inférieur à celui mesuré en 2017. Mais en 2017, vous vous en souvenez, on avait encore 6 semaines de campagne. Là, on n'en a que 3, donc ça se comprend très, très bien. Ça peut changer la donne. 38%, ça y a beaucoup de jeunes. Notamment, la certitude est plus forte chez les femmes, chez les 18-19 ans. Chez les sympathisants de gauche, ça se comprend également. Ils ont le choix entre un vote Roussel, un vote Mélenchon, un vote Hidalgo et un vote Jadot, et puis une incertitude plus forte du côté des jeunes de 16 à 17 ans. Alors, je vais passer plus vite sur les seconds tours, parce qu'on sait très bien qu'un second tour, avant que le premier tour n'ait lieu, c'est extrêmement fragile, mais on voit très bien un rapport de force serré
Macron-Le Pen. Il n'était pas du tout comme ça en 2017. On était plutôt sur un rapport de 2 tiers, 1 tiers, voire même 3 quarts, un quart. 58-42, c'est un score serré. Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont quasi à égalité chez les lycéens. Chez les ouvriers, on est sur du 51-49 pour Macron. Chez les 22-23 ans, la génération qui peine à s'insérer, on voit qu'à gauche, il n'y a pas de souci pour les électeurs de gauche à choisir Emmanuel Macron, 71-29, mais ce chiffre ne prend pas en compte ceux qui n'iront pas voter, qui seront sur une logique de bonnet blanc et blanc bonnet entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. LR va également fortement chez Emmanuel Macron, mais on a un rapport de force qui est quand même beaucoup plus serré qu'en 2017. C'est un signe de plus de l'institutionnalisation de Marine Le Pen, candidate presque comme les autres, qui a été jugée dans une enquête IFOP pour TF1 sympathique par un Français sur 2 et par 60% des moins de 30 ans. Ça en dit long sur son installation. En revanche, on a des rapports de force très favorables au président sortant face à Jean-Luc Mélenchon, c'est extrêmement net. Encore plus fort face à Valérie Pécresse. Rappelez-vous, un des arguments de campagne de Valérie Pécresse, c'était « je suis la seule qui peut battre au second tour Emmanuel Macron ». Auprès des jeunes, c'est absolument pas vérifié par notre sondage. Et puis, le rapport de force le plus écrasant, et c'est lié au côté repoussoir d'Éric Zemmour. Je ne l'ai peut-être pas dit, pourquoi a-t-il des scores faibles chez les jeunes alors qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de militants jeunes autour de lui? Quand on voit nos enquêtes qualitatives, pourquoi il est il était à 7%, si je ne me trompe pas, auprès des jeunes, il était à 7%, parce qu'il ne parle pas de climat, il ne matche pas avec la sensibilité des jeunes à la question des discriminations. En tout cas, on a un candidat fortement repoussé. Alors maintenant, on va venir à des questions plus qualitatives, notamment, j'ai quand même révélé une abstention qui serait une abstention record du côté des primo-votants. Qu'est-ce qui explique qu'on n'irait pas voter? La question, bien sûr, a été posée aux seuls abstentionnistes. On a, je dirais, je mets de côté la réponse refuge, je serai en week-end, en congé, en déplacement, mais elle est quand même citée à un niveau élevé parce qu'il y a quand même des vacances pendant la présidentielle. On a quand même un problème d'offre électorale. Le sentiment d'être pas défendu ou représenté à 23%. On retrouve aussi à plus de 31% si on additionne les deux items, cette logique dont on parlait plusieurs fois dans nos rencontres, une logique de vanité du vote, d'inutilité du vote. Voter, ça ne change rien pour la société. Voter, ça ne change rien à ma situation. Alors, je dirais que c'est un score fort, 16 et 15, ça fait 31, mais, et c'est une bonne nouvelle et une surprise, je ne m'attendais pas à ça, c'est nettement moins haut que lors de la présidentielle de 2017. On avait une réponse sur deux chez les jeunes qui était « cette élection ne changera rien ». Est-ce que c'est parce que les candidats ont quand même beaucoup parlé à la jeunesse? C'est rarement, j'en parle dans le livre, quand je fais une histoire de la relation entre les candidats et les jeunes, rarement on a eu de telles propositions, une telle course à l'échalote pour proposer la mesure jeune. Est-ce que c'est peut-être ça qui explique cela? Et puis, on a toujours une abstention de protestation, mécontentement à l'égard des politiques, mécontentement à l'égard du président de la République, mais soyons honnêtes, on a un comportement fugace, une abstention, et il y a quand même beaucoup de réponses. Refuge, une autre raison, je serai en week-end, et des réponses qui ne sont pas massives. Alors, maintenant, qu'est-ce qui pourrait favoriser la participation électorale? On a des éléments miroirs par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. J'ai mis en avant le fait qu'aucun candidat ne représente vos idées. C'est tout simplement en contraste la présence de vos idées dans le programme de l'un des candidats à 88%. Et puis une question d'information, d'accès à l'information qui est très fort, qui est beaucoup plus fort qu'aux élections précédentes, aux européennes, aux municipales. C'est le reflet d'une campagne atone, étrange, où il se passe peu de choses. On a toujours, vous le voyez également, la prise en compte du vote blanc, mais qui n'arrive pas en tête, contrairement à d'autres questions d'enquête IFOP à Nassège. Ce qui est très intéressant et ce qui progresse par rapport aux européennes, aux municipales et aux régionales, c'est l'organisation de débats. On voit très bien, et c'est le reflet là, comme l'absence de débat avant le premier tour a beaucoup déçu les Français en général et les jeunes en particulier. Par contre, exactement comme on l'a vu précédemment, droit de vote à 16 ans ou le fait qu'il y a un candidat très jeune, un Besancenot ou un candidat qui pourrait créer de l'identification, ça n'apparaît pas quelque chose qui pourrait inciter
à aller voter. Troisième partie, les déterminants du vote à l'élection présidentielle. Et là, je vous ai parlé de perte de singularité du côté des jeunes, du vote jeune. Sur les enjeux, on a une hiérarchie qui ressemble quand même beaucoup à celle que nous mesurons auprès de l'ensemble des Français. Bien entendu, le pouvoir d'achat comme enjeu majeur, comme enjeu qui écrase tout. C'est le cas actuellement. Les Français nous parlent d'inflation, de relégation du fait du prix de l'énergie, de ne plus pouvoir se déplacer. Quand même, c'est très net. En plus, c'est l'item beaucoup. Ce n'est pas beaucoup plus assez. Donc, c'est vraiment le principal item des jeunes, notamment les 22-23 ans, notamment ceux qui sont déjà en activité ou en insertion. Différence quand même forte avec l'ensemble des Français. La sécurité est un enjeu important qui relègue nettement la lutte contre le terrorisme, mais il n'est pas si fort que ça par rapport à l'ensemble des Français. À l'inverse, l'emploi est un enjeu majeur encore auprès des jeunes, alors qu'il a quand même baissé par rapport aux élections précédentes, alors qu'il a quasiment disparu dans le discours des Français quand on les interroge sur les enjeux déterminants pour le vote, parce que pour eux, l'injustice, c'est plus ne pas avoir de travail, c'est avoir un travail qui paye mal. C'est cette relégation de l'enjeu emploi derrière le pouvoir d'achat. On a aussi, beaucoup plus haut que l'ensemble des Français, l'égalité femmes-hommes et la lutte contre il manque le mot, mais c'est contre les inégalités et les discriminations, très fortement citée par les jeunes filles, par les jeunes filles, les jeunes filles de moins de 20 ans. Et puis, pour moi, c'est une des surprises de l'étude, ce sera peut-être un débat qu'on aura, l'environnement, la lutte contre le dérèglement climatique est citée à un niveau extrêmement bas, plus bas qu'aux européennes, plus bas qu'aux municipales, à peine au niveau des élections régionales, parce que c'est l'enjeu de la jeunesse. 3/4 des jeunes se disent personnellement engagés en matière de climat. Il semble, même chez les jeunes, reléguer derrière la question du pouvoir d'achat. La fin du monde est devancée par la fin de mois. On voit les enjeux qui ont baissé avec la crise sanitaire -11 par rapport aux élections municipales. Et puis, comme auprès de l'ensemble des Français, la dette arrive à un niveau très bas, ainsi que l'Europe. Et les deux derniers thèmes qui étaient spécifiquement jeunes, culture et sport et numérique. Quand on regarde les enjeux qui marquent plus les jeunes, c'est-à-dire non plus des enjeux, mais des mesures qui ont été proposées par beaucoup de candidats à l'élection présidentielle, on a une adhésion forte à toutes les mesures, majoritaire, nette, sauf deux, l'ouverture aux étrangers du droit de vote aux élections locales, où il y a un clivage gauche-droite très fort, mais notons que c'est une mesure qui est plébiscitée par les 16-17 ans, et puis la mesure de Valérie Pécresse, je ne me trompe pas, la suppression de 150 000 postes de fonctionnaires, qui est la mesure la plus repoussée. Les autres sont plutôt très soutenus, le minimum vieillesse à 950 € par mois, les 100 000 infirmiers, la question de la santé est un vrai enjeu pour les jeunes, ça arrive à un niveau élevé comme on l'a vu. La question de la fin de vie n'est pas un enjeu senior, c'est un enjeu également chez les jeunes, et c'est cité à 74%. Le service national obligatoire est cité à 55%. Je n'ai pas vu les ventilations, mais je pense que c'est plutôt refusé par les plus jeunes et accepté par ceux qui sont déjà en activité. Et des sujets qui clivaient avant l'opinion chez les jeunes par rapport au grand public ne les clivent moins. Légalisation du cannabis, on n'a que 48%. À une époque, on a eu des scores nettement plus importants. Et de même pour la sortie de l'énergie nucléaire, on avait une adhésion très forte chez les jeunes. On en a désormais 1 sur 2. On voit comment que cette crise sanitaire, cette crise internationale et ses conséquences énergétiques changent un peu le regard des jeunes. Alors pour finir, parce que j'ai déjà parlé pendant une demi-heure, presque une demi-heure, nos questions de cadrage qui donnent un peu la tonalité de cette jeunesse qui s'apprête à voter le 10 avril prochain. D'abord, dans quel état d'esprit on est face à la société actuelle, et ce qui est navrant, c'est qu'on a des scores très proches de ce qu'on a vu pendant tout le quinquennat. À peine 1 jeune sur 5 se dit confiant et enthousiaste, avec pas de catégorie particulièrement citée se déclarant enthousiaste. On a une résignation et une révolte qui est quasiment au même niveau, sachant que le sentiment de révolte est porté surtout par les jeunes filles. L'indignation, ce sont les jeunes filles, les 18-19 ans et les chômeurs. En revanche, plus on est installé, plus on est issu du supérieur en termes de diplôme, et plus on se sent résigné. On a quelque chose qui est très qui n'a pas bougé malgré la campagne présidentielle. Même
tendance, mais peut-être plus positif. Est-ce que c'est l'effet de la campagne où les politiques cherchent à parler aux jeunes? La satisfaction à l'égard de la place dans la société, on a toujours une majorité de jeunes avec toujours des catégories plus satisfaites que la moyenne, les moins de 20 ans, les cadres sup, les sympathisants de gauche et de la République en marche, c'est ceux qui sont les plus satisfaits de leur place dans la société, les sympathisants du parti présidentiel, et des choses très stables, hein, qui bougent très peu par rapport aux municipales et aux régionales, de la même manière. Et là, c'est une bonne nouvelle par rapport aux municipales et aux régionales. On a un peu plus de jeunes qui se projettent positivement dans l'avenir. Ça fait le lien avec l'enquête IFOP Nouvelle Vague de 2021 qui montrait que malgré la crise, malgré le choc Covid, la résilience de la jeunesse se voyait à travers une capacité positive à se projeter dans l'avenir, y compris des catégories populaires. Il n'y a pas de différence très forte selon les catégories. Dernier point avant de discuter ensemble, on va directement venir sur la légitimité de moyens pour exprimer sa colère. On a quelque chose qui est une sorte de dichotomie. Les moyens les plus justifiés sont les moyens classiques, la pétition, la grève, la manifestation dans la rue, sachant que n'oublions pas que les jeunes n'ont jamais connu de mouvements sociaux qui ont marché, entre guillemets. Hein. Ils étaient bien sûr tellement jeunes, voire pas nés au moment du CPE, et la manifestation, le collectif est quelque chose qui regarde avec beaucoup plus de prudence. Par contre, on a des nouveaux modes qui sont cités fortement par les jeunes, participer à un boycott à 61%, bloquer l'accès à un service public ou des mesures plus violentes sont cités par un tiers des jeunes, casser du mobilier urbain, 15%, notamment chez les garçons, chez les 22-23 ans et ceux qui n'ont pas de diplôme. Alors, quand même, quelque chose qu'il faut avoir en tête pour finir, voter aux élections pour des partis dits populistes, c'est justifié pour un jeune sur deux, plus que jamais, hein, les jeunes qui par le passé votaient pour des partis de gouvernement, cette jeunesse qui emmerdait le Front National, rappelez-vous les Berus, c'est quelque chose qui a disparu, puisque je le répète, Marine Le Pen est à un niveau très élevé, malgré la présence d'Éric Zemmour, ainsi que Jean-Luc Mélenchon. L'addition Le Pen-Mélenchon, je fais une addition peut-être audacieuse, 22 plus 17, c'est le premier parti pour la jeunesse aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini. J'ai dû faire un peu vite pour qu'on ait le temps de discuter ensemble. On a en tout cas une jeunesse qui, par rapport à nos enquêtes précédentes, il y a beaucoup d'éléments de continuité sur l'abstention qui va peut-être être forte, sur le fait de voter comme l'ensemble des Français, beaucoup d'éléments homogènes avec l'ensemble des Français, notamment sur les motivations de vote. En revanche, et là c'est un vrai élément de compréhension pour s'adresser à eux, on voit que leur vecteur, leur moyen de se familiariser avec la politique a changé de tout au tout entre 2017 et 2022.